Cette vidéo est réalisée en partenariat avec la société Dassault Systèmes qui m'a demandé de parler de ce dont je vais parler et qui, à cette occasion, m'a payé un aller-retour à Las Vegas afin que je puisse arpenter les allées du CES édition 2023, le salon mondial de la technologie et de l'innovation. Bon, je vous le dis tout de suite, même si c'est une évidence, quand on fait une OP avec une société, c'est pas étonnant qu'on dise du bien de ce que fait cette société. C'est un peu le principe. Mais si vous me connaissez un petit peu, vous savez que des OP, on ne fait pas toutes les 5 minutes. Et qu'il faut que le sujet me parle. Et alors, le sujet du jour, comment vous dire? C'est pas qu'il me parle, c'est que je ne sais pas pourquoi tout le monde n'est pas continuellement en train d'en parler. Du coup, je vais essayer dans cette vidéo de vous présenter aussi clairement et distinctement l'activité actuelle et future de la société Dassault Systèmes, et j'espère que ma hype va rester un petit peu en retrait, histoire que ça n'ait pas l'air d'être une immense page de pub, parce que ce qu'ils font vraiment, je pense que ça mérite qu'on en parle. Mais genre vraiment. Et alors, avant toute chose, avant de commencer à parler de ce qu'est Dassault Systèmes, la meilleure façon, c'est de commencer par expliquer ce que n'est pas Dassault Systèmes. J'ai fait un petit sondage maison, et voilà, quand je dis Dassault Systèmes aux gens, ils me répondent Rafale, avions de chasse, armement, missiles, etc. Sauf que ça, c'est Dassault Aviation et pas Dassault Systèmes. Alors c'est vrai que ça fait partie du même groupe, mais c'est tout simplement pas la même boîte. Dassault Systèmes, c'est un éditeur de logiciels. Voilà. C'est un éditeur de logiciels, spécialisé dans le logiciel 3D. Conception, modélisation, simulation 3D. Voilà, ça c'est le principal de leur activité. Et déjà, juste avec ça, j'avais pas vraiment conscience de la portée de ce qu'ils font. Aujourd'hui, Dassault Systèmes est capable de modéliser et de créer le jumeau virtuel de tous les biens manufacturés possibles, les avions, les voitures, les bouteilles de shampoing. Mettons, vous êtes un constructeur automobile, vous travaillez sur une nouvelle bagnole. Vous allez avoir besoin de concevoir et de modéliser un tas de pièces en 3D. Pour ça, vous allez avoir besoin de logiciels. Globalement, il n'y a pas une bagnole qui arrive sur le marché sans être passée par un logiciel de chez Dassault Systèmes. Et pareil pour les avions d'ailleurs. Voilà, sauf que votre bagnole, il faut aussi la tester. Et il faut tester un paquet de trucs. Il faut tester la circulation du courant électrique dans tout le système électrique. Il faut tester la circulation des fluides, du carburant dans les différents cylindres, la résistance du moteur à la chaleur, j'en sais rien, mais il y a tout un tas de tests à faire. Voilà, pareil, ça passe par les outils de simulation 3D physique de Dassault Systèmes. Bon, par contre, là, ça fait plein de fois qu'on a dit déjà les mots Dassault Systèmes, ça commence vraiment à ressembler à une page de pub. Ok, mais alors juste attendez un instant, parce que je vous jure que vous n'êtes pas prêts. Ce que j'essaye de faire là, c'est de vous présenter l'activité de cette boîte au cours des dernières décennies pour que vous compreniez qu'il y a un savoir-faire. Parce que quand vous allez voir ce qu'ils font de ce savoir-faire maintenant, vous allez voir. Pour le dire simplement, une bagnole qui arrive sur le marché, c'est une bagnole dont on a testé absolument tous les composants. Et notamment, avant d'arriver sur le marché, vous savez, une bagnole passe par une série de crash tests. Ça, vous en avez déjà vu. Alors, il y a les crash tests qu'on connaît, ceux qu'on a l'habitude de voir, vous savez, où on met des mannequins dans la bagnole et qu'on éclate la bagnole à 70 km/h contre un mur pour voir, en gros, si les passagers peuvent survivre. Mais il y a aussi tout un tas de tests sur chaque pièce séparément, quasiment. Et imaginez qu'avant de lancer une bagnole sur le marché, normalement, vous faites, alors j'en sais rien, j'invente, vous faites 200 crash tests. Ça veut dire que vous éclatez 200 bagnoles. Et bien là, grâce à ces outils de simulation, au lieu de faire 200 crash tests où vous allez éclater 200 bagnoles, vous pouvez faire 5000 crash tests virtuels dans lesquels vous crachez aucune bagnole, modifier tout ce que vous avez besoin de modifier, corriger ce que vous avez besoin de corriger, et limiter vos crash tests réels à peut-être, 20 au lieu de 200. J'ai pas les ordres de grandeur, j'en sais rien. En tout cas, moins. Ouais, mais attention, il faut quand même en faire en vrai. Concernant la sécurité des passagers, c'est même primordial de le faire réellement avec les mannequins, comme on a l'habitude, quoi. Ok, donc Dassault Systèmes fait économiser du temps et de l'argent aux constructeurs d'avions et aux constructeurs automobiles. Et alors alors, ce qu'il y a, c'est que ça fait partie chez eux d'une logique plus large qui consiste à virtualiser le monde réel, à créer des doubles virtuels d'objets réels du monde réel de la vérité véritable. Qu'est-ce que le réel? Non, ta gueule. Ce qu'ils appellent des jumeaux numériques ou des jumeaux virtuels. Et ça marche bien? Ah mais ça marche de ouf. Le principe, c'est que vous vous retrouvez avec un double qui est virtuellement identique à l'objet réel physique. Que vous le mettez dans un simulateur qui simule très bien la physique du monde réel, et que donc vous pouvez tester l'aérodynamisme, la résistance au chaud, au froid, au vent, à ce que vous voulez. Sur le principe, ce double d'avion ou de voiture se comporte exactement comme le modèle réel. À la différence que ça vous coûte à peu près que dalle d'éclater ce double virtuel contre un poteau, et que non seulement ça vous coûte que dalle,
mais qu'en plus, vous récupérez une masse d'informations et de données qui seraient quasiment impossibles d'avoir dans le monde réel, en éclatant vraiment une bagnole contre un poteau. Et c'est de ça qu'on va parler? Non, ce dont on va parler, c'est de l'activité qu'ils ont lancée il y a moins de 5 ans. Attends, tout ça, c'était juste l'intro? Apparemment. En 1989, la société Dassault Systèmes dispose d'un clone numérique, d'un clone virtuel du Boeing 777. Jusque ses plus petits rivets, les plus petits composants électroniques. Modélisé et prêt à être utilisé dans un simulateur 3D. En 2012, ils lancent une plateforme qu'ils appellent 3D Experience et qui s'articule autour de logiciels 3D. Et ils décident d'étendre la notion de jumeaux virtuels aux jumeaux virtuels du corps humain. L'idée à la base, elle est assez simple en fait. Ils se disent, on est capable de simuler une bagnole ou un avion avec tous ses composants dans un monde physique qui est simulé. Si on faisait la même chose avec le corps humain, les organes et tout, est-ce qu'on serait capable de tester son comportement dans un environnement physique simulé? Et là, il faut que je vous parle de Steve Levin. Steve Levin, c'est un ingénieur chez Dassault Systèmes qui a une particularité, c'est que sa fille a été diagnostiquée il y a des années, genre il y a 10 ou 12 ans, je sais pas, enfin, il y a des années. Elle a été diagnostiquée avec une malformation hyper rare du cœur qui consiste en une inversion des cavités cardiaques, celle de gauche à droite et celle de droite à gauche. Alors ça a peut-être l'air de rien pour vous, et perso je suis incapable de vous expliquer en quoi c'est problématique, mais toujours est-il que les médecins de la gamine de Steve Levin, qui est petite à l'époque, en gros, ils prédisent que sa fille dépasserait malheureusement jamais l'âge de 30 ans. Et ils ajoutent qu'un de leurs problèmes majeurs, c'est que c'est un cas super rare. Ils n'ont pas de données sur le sujet. Et il leur faudrait sans doute 1000 ou 2000 cas pour avoir suffisamment de données pour commencer à comprendre comment résoudre ce genre de problème. Et là, Steve Levin se pose une question qui est géniale. Il se dit, comment est-ce que je peux faire pour leur fournir 2000 cas? We've built up decades of experience building this platform that could allow experts to collaborate together using the virtual twin as the common representation between all their different expertise. And I wondered, could we do the same thing for healthcare? Could all the specialists in, say, cardiology that understand the different elements of the heart come together in a single representation in the heart, and then each one's, the piece that they understood could be taken in the context of the entire heart, which is what we do for all the great companies around building very complex machines. Could we do something for the most complex machine, the human body? Et alors juste qu'on soit clair sur un truc, modéliser un cœur humain, si vous voulez le modéliser complètement, c'est-à-dire jusqu'au niveau de la cellule, c'est pas un truc genre vous appelez un cardiologue, il vous fait 2-3 schémas et puis c'est réglé. C'est beaucoup plus compliqué que ça. We are working with doctors and clinicians. We're working with surgeons. We're working with industry-leading hospitals and academics, mathematicians and scientists and engineers from industry and academia. So we brought together this really broad array of very, very smart people into a consortia that are all working on these major challenges with how do we address heart disease, how do we address epilepsy, how do we deal with dementia and Alzheimer. And having all these smart people together in one room working on the same problem is just inspiring. Bref, je vous la fais courte parce que je me connais et que cette vidéo, elle pourrait durer 2 heures et j'ai vraiment pas envie qu'elle dure 2 heures parce que j'ai envie qu'il y ait un maximum de gens qui la voient. Ils finissent par modéliser complètement le cœur humain, ils font tout un tas de simulations, ils envoient les données au médecin de la fille de Steve Levin pour qu'il puisse déterminer quelle est la bonne façon d'opérer sa fille. Et ils opèrent sa fille avec succès. Et elle va bien. Enfin, elle va bien, je la connais pas, mais en tout cas, son cœur va bien. Et alors, pour bien comprendre l'importance révolutionnaire de ce truc, il faut revenir un petit peu en arrière. C'est-à-dire que, jusqu'alors, un chirurgien qui s'apprêtait à opérer un cœur, et à plus forte raison le cœur d'un enfant, une fois qu'il avait ouvert le thorax de son patient, il n'avait pas 3 heures pour se dire alors, comment est-ce que je fais? Est-ce que je passe par là? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais mi? Chaque minute, chaque seconde compte, et c'est pas le moment d'improviser. Donc avant, on comptait principalement d'une part sur l'imagerie médicale, donc les IRM, les scanners, tout ça, voilà, ce qui donnait quand même pas mal d'informations déjà, mais surtout, le jour J, on comptait sur le savoir-faire du chirurgien pour être capable d'ajuster la procédure en fonction de ce qu'il aurait directement sous les yeux. Et petite parenthèse, j'ajoute un truc parce que c'est important, c'est pas juste un cœur lambda. Ce cœur, si c'est vous le patient,
ça devient votre cœur. What we're able to do is if you have, for example, AFib, so you're an irregular heartbeat, you might have a watch that detects that you have AFib. Your watch only has a little bit of information, but when you go to see the doctor's going to want to do an imaging scan, and they're going to want to do other measurements that allow them to understand what's going on with your heart. What we do is bring all that different data together and create a 3D twin of your heart with how it beats, how all the different structures work, how all the valves work, so that the doctor can better understand how do I treat your specific case of AFib. C'est une copie complète de votre cœur, avec ses problèmes, ses malformations, ses défauts, etc. C'est pas juste, ouais, on a un cœur générique. Non. Mais depuis que ce cœur virtuel-là est disponible, eh ben, par exemple, à l'hôpital des enfants de Boston, alors à moins qu'il y ait un patient qui arrive et qui va mourir dans les 10 minutes si on ne l'opère pas, auquel cas, bah, c'est une procédure d'urgence, hein, voilà. Mais sinon, il n'y a plus une opération qui se fait dans cet hôpital sur le cœur sans avoir d'abord été testé en simulateur. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois, 200 fois, le temps qu'il faut pour garantir que la procédure est maîtrisée. On est sur du crash test de procédure chirurgicale sur le cœur d'un enfant. Je veux dire, on parle d'un hôpital qui, depuis qu'ils ont mis le système en place, réalise en moyenne 9 à 10 opérations sur des cœurs d'enfants par semaine. On m'a présenté le cas d'un enfant qui avait déjà subi une opération du cœur, s'il avait une malformation à la naissance, voilà, bref. Et ce qui se passe, c'est que cette opération s'était globalement bien passée, mais il restait quand même un problème, c'est que depuis cette opération, il y avait un des 2 poumons de l'enfant qui n'était plus irrigué en Flux hépatique. ce qui n'est pas ouf comme situation. Je précise que quand il se retrouve face à ce patient, on parle d'un enfant qui a entre 12 et 15 mois. Donc un enfant de cet âge, son cœur, c'est globalement une noix. Et donc ils ont modélisé le cœur du gamin ainsi que l'irrigation jusqu'au poumon dans le logiciel. Ils ont fait tous les tests qu'il fallait pour simuler un implant qui allait fonctionner. Une fois qu'ils ont simulé cet implant, ils l'ont modélisé correctement de façon à pouvoir l'imprimer à plat, parce qu'ils impriment ces implants à plat. Et lorsqu'il a été temps d'opérer cet enfant, il y a un projecteur laser qui projette sur le thorax de l'enfant la position exacte de l'implant pour que le chirurgien n'ait plus que, je mets des grosses guillemets parce qu'il fait quand même beaucoup plus que ça, mais voilà, n'ait plus que à disposer correctement, à bien positionner avec le bon angle l'implant, à le refermer, à le recoudre. Et cet enfant, aujourd'hui, il a 4 ans. Et il va bien. Enfin, pareil, je sais pas, en tout cas, son cœur, ses poumons vont bien. Moi, sans déconner, je trouve ça ouf. Imaginez un peu la différence que ça peut avoir entre avoir d'un côté, dans un dossier, 50 clichés de scanner et d'IRM, ou avoir accès à une vidéo interactive en 3D, dans laquelle vous pouvez répéter des centaines de fois une procédure jusqu'à la maîtriser parfaitement. Et donc, bref, partant de là et fort de ce succès, dans l'équipe de Levin, on se dit qu'on va maintenant modéliser le cerveau. Parce que pourquoi pas, hein? Alors, vous imaginez un petit peu toute la complexité du cerveau? Bah ça y est, ils l'ont modélisé, le cerveau. Oui, intégralement modélisé, pas de problème, qu'est-ce qu'il y a? Et alors attention, à nouveau, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de dire qu'ils ont résolu tous les problèmes du cerveau, hein? C'est-à-dire Alzheimer, Parkinson, l'épilepsie, tout ça, ils n'ont pas résolu les problèmes. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont modélisé le cerveau de façon à ce qu'on puisse simuler un cerveau qui a une crise d'épilepsie ou qui prend un choc sur la tête. Et ces simulateurs, ils fournissent des armoires pleines de données pour les chercheurs, qui eux vont trouver un remède contre Parkinson, Alzheimer, etc. D'ailleurs, il y a un truc marrant, enfin, peut-être marrant, c'est peut-être pas le bon mot, mais vous allez voir. C'est qu'à un moment donné, ils voulaient modéliser le poumon. Ils se sont dit, bon, on va tout faire, donc il faut qu'on fasse le poumon. Sauf que ce qui se passe, c'est que vous pensez bien que modéliser un poumon complet, c'est compliqué, ça demande du temps, de l'investissement, de l'argent, etc. Et le poumon, c'était un sujet qui n'intéressait pas plus que ça les hôpitaux ou les laboratoires pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'en gros, ils disaient, ouais, si vous voulez le faire, faites-le, mais enfin, quand ça existera, on prendra. Mais pour l'instant, on s'en fout. 2019, arrive le Covid, et là, on commence à se dire, ah merde, mais le poumon, c'est un sujet important quand même, non? Et si je vous raconte ça, c'est juste pour que vous ayez une idée du temps que ça prend, ces choses-là. Pour que vous voyez à quel point ça peut aller vite. Est-ce que vous vous rappelez comment, pendant la pandémie, il y a eu toute une période où il y avait des ruptures de stock absolument partout de respirateurs? Que les mecs allaient même
chez Decathlon pour acheter des masques de plongée pour se fabriquer des respirateurs. Et est-ce que vous vous rappelez qu'à un moment donné, on a arrêté avec les respirateurs? On s'est rendu compte que peut-être trop de respirateurs, c'était pas la bonne solution. C'était pas la bonne approche. À votre avis, comment est-ce qu'on s'est rendu compte de ça? Le double virtuel de poumon de l'équipe de Levine chez Dassault Systèmes. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que le respirateur, c'était pas l'alpha et l'oméga de la solution. Bon, logiquement, à ce stade de la vidéo, vous devriez commencer à comprendre, pour les plus lents d'entre vous, les autres ont compris depuis bien longtemps, vous devriez commencer à comprendre pourquoi je suis à ce point hypé par ce sujet. Et normalement, vous devriez vous poser un peu la même question que moi, c'est-à-dire, c'est quoi l'étape d'après? Eh bien, outre le cœur, le cerveau, le poumon, tout ça qui a sans doute besoin encore d'être peaufiné, finalisé, j'en sais rien si vous voulez, parce qu'il y a tellement de complexité là-dedans que c'est dingue, eh bien, il s'attaque aux autres sujets. Donc, la peau, gros morceau la peau, hein, littéralement. Le foie, l'estomac, les intestins. Enfin, les gens n'ont aucune raison de s'arrêter avant d'avoir réalisé complètement un corps humain. L'intégralité du corps humain. Il faut bien comprendre un truc, c'est que ce simulateur physique est capable de simuler jusqu'à l'échelle de la molécule. Je veux dire, les gens sont capables de modéliser une enzyme, une cellule, de lui balancer une molécule et de voir comment l'enzyme se comporte. Je veux dire, la seule limite à ce simulateur, c'est la quantité invraisemblable de données, d'informations à traiter. Sauf que généralement, leurs simulateurs, ils n'ont pas besoin de tester les réponses de l'intégralité du corps humain. Je veux dire, si vous voulez tester comment réagit, par exemple, le cœur au fait d'avoir, je sais pas moi, mis une valve, enfin j'en sais rien, il n'y a pas besoin d'avoir la réponse des cellules des ongles des pieds. On s'en fout. Voilà, ce qui fait que dans beaucoup de cas, ils peuvent utiliser cette bonne vieille méthode de diviser pour mieux régner, qui leur permet de simuler selon ce qu'ils veulent faire au niveau de la cellule ou de l'organe, ou encore, quand c'est nécessaire, à l'échelle du corps entier. Et alors, c'est exactement comme pour les crash tests en bagnole. C'est que par exemple, si ils testent le comportement d'un nouveau médicament. So when you take medicine, the medicine causes your heartbeat to perhaps change. Yes. And so we're able to see how taking a medicine might change your heartbeat, either for the better or for the worse. Ça ne va pas remplacer les vrais essais cliniques. Mais c'est juste que ça permet de réaliser beaucoup plus de tests en simulation avant les vrais essais cliniques, et ça permet aussi d'avoir peut-être des essais cliniques qui sont moins grand, moins long. Enfin, ça permet vraiment de résoudre un paquet de problèmes avant cette étape finale du véritable essai clinique sur des vrais patients physiques du monde réel, de la réalité véritable. Oui, parce que là, ce qui se passe, c'est quand on dit crash test, on pense tout de suite au crash test avec le mannequin et l'airbag, tout ça, mais c'est des fois, il fallait faire un crash test réel en bagnole pour se rendre compte que le problème venait du fait que la forme du capot n'était pas idéale. Ça, c'est des choses qui peuvent se régler en simulation. Et vous pouvez faire 3000 tests sur 3000 formes de capot jusqu'à avoir la bonne forme de capot qui fait que quand vous allez faire votre vrai crash test avec votre vrai mannequin, ce problème-là sera résolu. Et normalement, tout un paquet d'autres. Et donc, comme je le disais, voilà, ça permet de simplifier, peut-être de raccourcir le nombre de cycles d'un essai clinique réel ou peut-être de devoir l'effectuer avec moins de patients ou sur une durée plus courte, ou peut-être simplement de faire exactement le même essai clinique mais sur une version qui est bien plus testée et bien plus finalisée d'un médicament, par exemple, ou d'un vaccin. We asked ourselves, if today we don't build a car and crash it into a wall, we simulate it, why are we actually going and crashing humans? Can we simulate how we might be able to understand, is this drug or is this device going to work better? Mais évidemment, il faut encore des tests réels avec des patients réels. Eh bien, figurez-vous que Dassault Systèmes, ils ont une solution aussi pour ça. Et alors, là, j'ai un petit dilemme. Je vous explique le dilemme, vous allez voir, c'est très simple. Moi, j'ai promis à Dassault Systèmes que la vidéo serait pas trop longue, qu'elle ferait une vingtaine de minutes. Parce que je sais comment vous êtes au-delà de 20 minutes. Hein, on se connaît, vous et moi, maintenant, c'est bon, c'est pas la peine de... voilà. Je leur ai donc promis que la vidéo ferait une vingtaine de minutes. Et par ailleurs, le sujet dont il fallait que je parle, c'est ça, c'est tout ce programme de jumeaux virtuels. Sauf que quand j'ai rencontré les équipes au CES à Las Vegas, ils m'ont aussi parlé d'un autre sujet qui me hype à peu près autant, mais dont il n'est absolument pas prévu que je parle. Alors du coup, j'ai pris la décision unilatérale de faire la chose
suivante. J'ai fait une deuxième vidéo. Au moment où vous regardez cette vidéo, la deuxième, elle est peut-être déjà disponible, peut-être pas. Si elle est disponible, le lien est dans la description. Puis il y a un lien qui s'affiche ici. Juste cette deuxième vidéo n'est pas sponsorisée. Normalement, c'est censé aussi un petit peu vous rassurer sur le fait que si j'en parle, c'est vraiment parce que j'ai envie d'en parler. Parce que vraiment, j'ai envie que les gens sachent. Oui, parce qu'il faut bien comprendre un truc, c'est déjà à la base, c'est pourquoi est-ce qu'ils m'ont demandé de faire cette vidéo? Je veux dire, c'est quoi le but? On est d'accord? Ils vendent pas de produits directement au grand public. Genre, vous pouvez pas aller à la Fnac acheter leur logiciel. D'ailleurs, en matière de logiciel grand public, parce qu'ils en font, bah, c'est par exemple le logiciel Home by Me, qui est gratuit. Si jamais vous voulez modéliser votre appartement pour refaire votre cuisine, quand vous allez chez un cuisiniste et qui vous fait une simulation en 3D de la cuisine qui va vous installer ou de la salle de bain qui va vous installer, si vous creusez un peu, le logiciel c'est Home by Me. Et donc pourquoi est-ce qu'ils me demandent de faire cette vidéo? Mais exactement pour la raison que je vous ai dit, parce qu'il faut que les gens sachent, et je suis d'accord avec eux, je veux que les gens sachent que ce truc-là existe, et que bientôt ce truc-là, qui est déjà en place dans plein d'endroits du monde, ce truc-là qui permet de sauver des vies quand même, couvrira bientôt l'intégralité du corps humain. Et encore une fois, je suis pas du tout en train de dire que chez Dassault Systèmes, on est en train de soigner Alzheimer. C'est pas ça le propos. Le propos, c'est qu'ils fournissent des outils qui vont permettre aux chercheurs, aux médecins, aux chirurgiens, etc., de trouver des réponses à des maladies, à des malformations. Et, en fait, je vais mettre aussi le lien dans la description si vous vous rappelez de ma vidéo sur Philo Farnsworth, l'inventeur de la télé, où je vous disais qu'en fait, pour moi, le vrai héros dans cette histoire, c'était Cliff Gardner. Le gars qui n'a pas du tout inventé la télé, mais qui soufflait des tubes de verre pour son beau-frère Philo Farnsworth, qui lui a inventé la télé. Vous regarderez la vidéo, c'est un flash, ça dure 4 minutes ou 5 minutes, voilà. Et bien, ce que fait Dassault Systèmes sur ce coup-là, c'est ça. Ils fournissent un outil. Un outil qui est déjà en place depuis plus de 3 ans dans plein d'hôpitaux et qui sauve des centaines de vies chaque année. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé au moins autant que moi. Je vous ai mis plein de liens dans la description si vous avez envie d'en savoir plus, parce que c'est un sujet qui se déploie vraiment dans tellement de directions qu'il a fallu que je synthétise comme un Gougnafier. pour que la vidéo soit pas trop longue. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez s'il vous plaît à la liker, à la commenter, c'est important de commenter, à la partager. Encore une fois, c'est vous qui faites parler de la vidéo, c'est pas les algorithmes YouTube. Pas moi, je vous assure. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bien sûr, portez-vous bien et à bientôt.